C'est ici que j'ai grandi. Au cœur des gorges du Verdon, dans le sud de la France. Au sein d'une communauté bouddhiste tibétaine, au Khassé. Nous étions une 60aine d'enfants. C'est moi, là, sur la photo. J'avais 5 ans quand mes parents m'ont abandonné ici, dans ce lieu appelé Château de Soleil. Mon enfance a été rythmée par les prières et les prosternations. Je n'ai pas vu ma mère pendant plusieurs années. J'ai subi des coups, des privations de nourriture, le froid. Certaines jeunes filles avec qui j'ai grandi ont subi bien pire que ça. Des enseignements et des rituels qu'elles ont mis des années à qualifier de viol. Tout ça au nom d'une religion qui, en Occident, est au-dessus de tout soupçon. Le bouddhisme. The 14th Dalai Lama received the Nobel Peace Prize. This is not right. Teachers should not have sex with students. Je m'appelle Ricardo. J'ai maintenant 40 ans. Ça fait 6 ans que je me bats pour faire condamner notre ancien maître. Lama Kunzang, Robert Spatz, dans le civil. Robert Spatz est belge. C'est un des premiers occidentaux à avoir établi une communauté bouddhiste en Europe. C'est un enseignant reconnu du bouddhisme tibétain, un lama. Aujourd'hui, je suis le porte-parole de 23 parties civiles dans le procès qui nous oppose à Lama Kunzang. Bonjour. Oui, Ricardo Mendes. Ici, Marina. Il habite dans le sud de l'Espagne. Il ne s'est pas déplacé. Il est poursuivi pour exploitation de travailleurs, prise en otage d'enfants, abus sexuels. Voilà. Je vous en prie, prenez place. Bien, nous allons donc reprendre avec l'audition de M. Mendes. Que souhaitez-vous mettre en évidence en ce qui vous concerne, par rapport aux déclarations que vous avez réalisées? Moi, jusqu'à ce que cette histoire occupe tous les recoins de mon esprit depuis ces dernières 4 années, moi, je n'avais aucune idée de la définition d'abus sexuel. Et donc, c'était ma hantise, c'était ma peur la plus totale, en fait. C'était, imagine que ces filles osent s'exposer et qu'on les détruise. Et donc, je me suis dit qu'il fallait faire un bouclier autour d'elles. C'était une démarche de, si on se met autour des personnes qui sont les plus à risque et qu'on expose nous-mêmes nos histoires, qu'on se met nous-mêmes à nu face à une cour, la vérité éclatera.
Donc, vous voyagez avec vos parents, vous allez dans le sud de la France, au Château de Soleil. Exactement. Vous êtes avec vos parents, Ouais. et à un moment, vos parents partent. Et Je vous me rappelle restez. même pas, en fait. Moi, je crois que Vous j'ai eu en un souvenez tellement pas. gros Vous aviez choc. 4-5 ans, donc vous étiez Oui, toute petite. mais même il y a un gros moment dans ma vie, là, où j'ai un gros trou noir. C'est vraiment, pour moi, ça a été un énorme choc, en fait. Est-ce que vous étiez éventuellement, à cette époque-là, soumise à des punitions? Est-ce qu'il y avait des restrictions alimentaires? Dites-nous un peu. J'ai été beaucoup punie par rapport à la nourriture, donc si j'étais pas sage, eh bien j'étais punie, je pouvais pas manger, ou si j'avais bavardé, je pouvais pas manger, ou j'étais au pain sec. Donc, comme punition, vous avez souvent Été privée d'aliments. des restrictions alimentaires. Ouais. Il y a eu d'autres punitions? Des sévices corporels? Alors, moi j'ai reçu des baffes, mais moi, c'est fou, mais moi je pensais que c'était pas trop grave. Moi, j'ai vu des baffes tellement violentes données dans des cages d'escalier où l'enfant se retrouvait à se cogner contre un mur et se retrouvait en sang. Ouais. J'ai beaucoup de souvenirs Et d'images comment est-ce très qu'on- violentes. Comment est-ce qu'on réagissait par rapport En fait, c'était à de la cette violence? C'était de la peur. Ouais. Vous avez bénéficié également, je m'exprime ainsi, d'enseignements particuliers avec M. Spatz, Oui. en enfin, tête-à-tête. oui. Est-ce que vous pouvez exposer la manière dont vous avez vécu ces enseignements? En fait, il a commencé à m'appeler pour des audiences privées quand j'étais assez petite et je le rencontrais dans sa chambre qui était en dessous de sa tour. Il m'a dit qu'il fallait que je me rende dans une petite tour qui était à l'arrière de ses appartements le soir, en toute discrétion, pour n'éveiller les soupçons de personne ou la jalousie de personne. C'est comme ça qu'il le présentait. Oui. Et qu'il fallait que donc je me rende dans cette tour le soir et que je l'attende. Ouais. Et que je m'y rende avec mon duvet parce que effectivement, j'allais dormir là quelques nuits. Puis je suis montée dans la tour. Et Spatz est venu plus tard le soir. Et il s'est assis et il a fait des prières avec moi. Et puis, à un certain moment, bon, il a commencé à parler d'énergie spirituelle, etc. Et à toucher mes épaules et en disant qu'il y avait des énergies qui traversaient mon corps et je devais les ressentir, etc. Et puis, bon, il a dit que c'est mes vêtements qui bloquaient les énergies, il fallait les retirer. Donc je me rappelle m'être endormie dans la tour. Et en fait, parce qu'il ne venait pas ou il venait... Et je me rappelle m'être réveillée parce qu'il était en train de me toucher les parties intimes. Il m'a dit de me coucher sur le sol nu et il a sorti une espèce de baume comme ça et il a commencé à me mettre de la baume sur les seins. En fait, il m'avait expliqué qu'il y avait beaucoup d'énergie au niveau des parties sexuelles et au niveau des seins, que c'était des grandes zones d'énergie. Et du coup, il a commencé il les stimulait pour faire le transfert d'énergie, au fait. Spatz, lui, il a été un éveil, donc il comprend tout, il est omniprésent, il sait ce qu'on pense, il sait ce qu'on vit, il connaît nos vies passées, notre bon karma, notre mauvais karma. Et donc lui, il est très généreux parce qu'il peut aller vivre dans le nirvana, mais il a choisi de vivre sur Terre pour nous aider. Donc lui, il vit sur cette Terre horrible où tout le monde souffre, et il fait ça pour nous. Et donc, il nous dirige à faire des choses qui peuvent nous paraître injustes ou bizarres ou un peu folles ou pas utiles. Mais il faut absolument suivre à la lettre parce que c'est comme ça qu'on va atteindre les... Donc, si je vous entends bien, il faut suivre aveuglément ce que dit le lama. Il faut une obéissance aveugle. Oui. Moi, si j'ai été violée dans cette vie, Oui. c'est probablement parce que dans une de mes vies passées, j'ai été un homme qui a violé une femme. Voilà. Et donc, ma punition, c'est de renaître en tant que femme qui va être violée. Et maintenant, j'ai brûlé mon mauvais karma. Quelle chance pour moi. Et je suis un peu plus proche de l'éveil. Voilà. Donc ça, c'est ce qui vous était enseigné. Oui, voilà. J'ai décrit ce qui nous était enseigné. Ça, c'était l'enseignement de M. Spatz. Voilà.
j'avais 22 ans. J'avais entamé des études de médecine, mais qui ne me motivaient plus, il manquait une dimension, donc j'étais à la recherche de sens, et comme ça que je suis parti pendant 1 an en Inde. Je cherchais à donner un sens à ma vie et d'être instruit au niveau de la méditation, le yoga, les pratiques spirituelles. Et de retour d'Inde, c'est là que j'ai rencontré donc Robert Spatz, Lama Kunzang et la tradition tibétaine. L'essence même de l'enseignement de M. Spatz, c'était l'importance de la lignée. Depuis une lignée ininterrompue, depuis le Bouddha, Guru Rinpoche, et puis les grands maîtres actuels, qui quelque part l'avaient donné la responsabilité de créer cette école. Et donc c'était une antenne, première antenne en Europe, il en était très fier, une antenne directement reliée au monastère tibétain. Et donc, quelque part, tout le monde supposait que c'était sous la responsabilité et sous la protection de cette lignée. À mes yeux, il y avait là la garantie de l'authenticité d'un enseignement, et donc ça me motivait vraiment de m'impliquer dans cette école. Mon cabinet médical était géographiquement juste à côté du centre. En tant que médecin, je suis intervenu quelquefois parce que je trouvais que l'alimentation était tout à fait déficiente. Donc je suis intervenu au niveau de l'alimentation et un minimum d'hygiène. Mais quant à l'éducation elle-même et ce qui se passait là-bas, et la maltraitance qu'il y a eu, mais on était complètement ignorants de ça. Enfant, je me rappelle avoir vu tous les grands maîtres du bouddhisme défiler auprès de Robert Spatz. Même le Dalai Lama lui a rendu visite. Pourtant, au cours de mon enquête, je suis tombé sur des images qui m'ont sidéré. Au début des années 90, pendant que nous vivions un calvaire avec Robert Spatz, une réunion était organisée entre le Dalai Lama et des maîtres occidentaux. Pendant des heures, ils ont parlé des abus sexuels et financiers au sein des communautés bouddhistes. Robert Spatz n'était donc pas un cas isolé. Je ne me souviens pas du nombre exact, mais nous devions être 25 ou 30 maîtres bouddhistes de différents courants. Nous avons vu le Dalai Lama 7 ou 8 fois sur 3 jours. Il nous a donné beaucoup de son temps. La conférence a débuté quand le Dalai Lama a reçu des lettres, principalement de femmes, qui se plaignaient d'avoir été agressées par leurs maîtres tibétains. Il y avait les enseignants aux États-Unis, en Europe, qui étaient en fait soucieux du fait qu'il y avait plusieurs scandales sexuels, éthiques, qui commençaient à monter et qu'on voulait faire quelque chose. I have received many letters from women, many women, saying, please, what can be done? Do something. I also received some letter about sexual
we observe ethical issues, these things. Through every effort, we must stop this kind of situation. So then, how to stop? That's the question. We have to discuss. We just said that this is not right. Teachers should not have sex with students. But if Your Holiness could join in on that kind of statement, it would give enormous power to it. It would help enormously. I'm ready. Whether or not other people are going to listen, that's another question. I will shout. I can shout. That's better. The teachers won't listen, maybe. The teachers who are having sex and drinking, they may not listen. But the students, they'll listen. They'll listen to you. That will help. Tremendously. Then people can say no. If they know that it's wrong in your eyes, then people feel free to say no. Because you are giving a standard which people trust in. Right. I mean, towards the end of this meeting, the suggestion was Vers la fin de la réunion, nous avons suggéré d'écrire une lettre ouverte pour présenter nos réflexions et, avec un peu de chance, une résolution commune. From March 16th to 19th, 1993, a meeting was held at Dharamsala between His Holiness the Dalai Lama and a group of 20 Western Dharma teachers. J'ai été chargé d'écrire le texte de cette lettre. Et je l'ai lu au Dalai Lama. In recent years, several Asian and Western teachers have been involved in scandals concerning sexual misconduct with their students. Students should be warned against the dangers of falling prey to charisma, exalted titles, exoticism. One better way of doing this is, instead of citing these points as if they were sort of summations of His Holiness's responses, rather we could present them as some sort of consensus that we arrived at. Actually, it's the reality also like that. Yes. Everyone participated. So everybody takes. Less burden already. And say, well, maybe we should say this, maybe we should say that. Chacun a apporté ses propositions, suggéré des changements. Et après quelques heures, nous sommes arrivés à un texte que nous étions tous prêts à signer. Thank you very much. Thank you. Puis le Dalai Lama a dit qu'il fallait que ce communiqué passe par son cabinet. Et on n'a plus de nouvelles. Pendant des semaines, aucune réponse, rien. En fin de compte, la lettre nous est revenue. Et la seule chose qui avait été modifiée, c'est que le nom du Dalai Lama avait été retiré de l'ensemble des signataires. Dans mes yeux d'enfant, le Dalai Lama était l'incarnation de la bienveillance. Pourquoi n'a-t-il rien fait? Je me suis rendu compte qu'il n'était pas seulement un chef spirituel, mais aussi un dirigeant politique. Ses priorités étaient ailleurs. En 1959, les Tibétains viennent d'échouer dans leur révolte contre Pékin. Bilan, 10 000 morts, l'échec d'un espoir et la longue nuit de l'exil dans un petit village de l'Inde pour le meneur de la révolte, le 14e Dalai Lama.
Je m'appelle Tenzin Gyatso. J'ai travaillé au cabinet du Dalai Lama pendant plus de 40 ans. Je suis parti du Tibet quand j'avais 6 ans. En 1959, le Dalai Lama est arrivé en Inde, avec des milliers d'autres Tibétains. Et il a monté tout un gouvernement dans la continuité de ce qui existait au Tibet. Au début des années 60, c'était le moment où le Dalai Lama demandait de l'aide aux dirigeants du monde entier pour que la question du Tibet soit discutée aux Nations Unies. Nous devions taper à la machine toutes ces lettres pour tous les chefs de gouvernement. Nous en tapions énormément. Nous n'avions pas d'ordinateur à l'époque. Si on faisait la moindre erreur, il fallait tout recommencer. Aujourd'hui, ça a bien changé. C'était une époque très excitante. Il faut voir que le Dalai Lama est un homme politique et un homme religieux. Il y a toujours une dimension politique, surtout au début. Parce qu'ils arrivent du Tibet, ils sont en exil, on les a chassés, en fait, vraiment pourchassés. Beaucoup sont morts. Et donc ils arrivent en Inde, il faut qu'ils trouvent leur place. Et il faut qu'ils aient des alliés. Dès le début, la situation des Tibétains en exil a été très difficile. Toute aide extérieure était la bienvenue. Ils étaient dans une situation critique. Ils avaient besoin de sympathisants pour mettre la pression sur les Chinois et pouvoir rentrer au Tibet. Il leur fallait le soutien des pays occidentaux. Lorsque les Tibétains sont arrivés dans les années 60 à Dharamsala, ils étaient installés dans des immeubles comme cela. Je m'appelle Jeremy Russell. J'habite à Dharamsala depuis très longtemps. Je travaille pour le cabinet du Dalai Lama. Je rédige les communiqués en anglais. L'étincelle qui a provoqué l'intérêt de ma génération pour l'Inde, c'était les Beatles. George Harrison a amené les Beatles en Inde et ça a provoqué une étincelle. Ça a attiré beaucoup de monde. Je suis venu en Inde 2 fois par la route. Sans jamais prendre l'avion. Je suis parti de Londres, j'ai fait du stop jusqu'à Douvres, puis j'ai pris un ferry jusqu'à Ostende. Et à Salzbourg, j'ai eu la chance de monter dans une voiture de sport qui m'a emmené jusqu'à Istanbul. C'était très rapide.
mais pas particulièrement confortable. C'était une aventure. Les Occidentaux sont très curieux. Ils veulent voyager, explorer. À Dharamsala, au début, on voyait surtout des hippies qui n'étaient pas particulièrement intéressés par le bouddhisme, mais plutôt par la découverte du hashish et du LSD. Mais certains ont commencé peu à peu à montrer de la curiosité. Progressivement, on a vu de plus en plus d'étrangers qui voulaient vraiment en savoir plus sur la culture et le bouddhisme tibétain. Je suis le directeur de l'Institut des archives tibétaines. C'est un centre d'études tibétaines. Nous dispensons des cours de tibétain, de bouddhisme, des programmes de traduction, de sciences et bien d'autres activités. L'objectif à l'origine de cet institut, c'est la préservation, la promotion et la dissémination de la culture tibétaine. À l'époque, il n'y avait pas de guide de voyage. Il n'y avait que de rares informations qui se passaient de la main à la main, sur des feuilles volantes. Et un jour, j'ai vu une note qui recommandait de suivre les cours de méditation de l'Institut des archives tibétaines à Dharamsala. Et je me suis dit, c'est ça que je veux faire. À ce stade, je ne connaissais rien, ni au Tibet, ni au bouddhisme. Mais ça m'a attiré. C'était des gens qui étaient en rupture vis-à-vis de leur culture d'origine. Ils voulaient des contre-modèles et ils étaient aussi très intéressés par les états de conscience modifiés. Et donc la méditation bouddhiste leur permettait d'avoir accès à ces états de conscience modifiés où ils pouvaient avoir d'autres perceptions de la réalité. Donc l'objectif, c'était vraiment de changer la perception qu'ils avaient du monde pour changer le monde. Die Suche nach Wahrheit, Weisheit, Wissen, nach mir selbst. Ich habe festgestellt, dass wir im Westen über uns selber überhaupt nicht nachdenken oder über uns selber uns überhaupt nicht im Klaren sind. Wir sind nach außen gerichtet. Wir wollen Autos, Macht, Geld, Fernsehen. Wir wollen reisen. Wir wollen immer nach außen gehen. Und wir kümmern uns nie darum, was in uns selber passiert. Nous, les hippies, nous n'étions pas forcément les meilleurs candidats pour cette tâche, mais nous avions le mérite d'être des représentants, des canaux de transmission entre les Tibétains et ce monde plus vaste dans lequel ils se trouvaient projetés. Même pour ceux qui n'avaient passé qu'un an ou deux à Dharamsala, c'était suffisant pour qu'ils développent une vraie proximité avec les Tibétains.
Et une fois rentrés en Occident, ils se sont tous impliqués dans des centres bouddhistes ou des associations de défense du Tibet. À l'époque de mes parents, le bouddhisme devient un vrai phénomène de mode. La France est en train de découvrir le bouddhisme. Des cérémonies comme celle-ci se multiplient et permettent facilement à des jeunes d'entrer dans cette religion. Château de Plège en Saône-et-Loire, à 40 km d'Autun. Ils construisent ici les 2 monastères qui abriteront la grande retraite initiatique bouddhiste de 3 ans, 3 mois et 3 jours, à l'issue de laquelle ils deviendront les premiers lamas occidentaux du bouddhisme tibétain. C'est comme si le Tibet, en étant expulsé du Tibet au sens physique, avait réussi, grâce à l'entremise du Dalai Lama, qui est très fort de ce point de vue-là, à créer, moi, ce que j'appelle une sorte de Tibet virtuel, un Tibet déterritorialisé, dont les monastères, les centres bouddhistes tibétains sur l'ensemble de la planète constituent des sortes de préfectures, comme des préfectures d'un Tibet virtuel, d'un pays qui serait sur l'ensemble de la planète. Et là, d'un seul coup, il a réalisé qu'il pouvait lier la dimension politique, la dimension spirituelle et la dimension culturelle. C'est-à-dire sauver la culture tibétaine grâce au désir spirituel des Occidentaux et aussi utiliser le désir spirituel des Occidentaux pour faire pression politiquement sur la Chine. The 14th Dalai Lama, will you please enter the podium and receive the Nobel Peace Prize for 1989 with a gold medal and the diploma. Quand le Dalai Lama a reçu le prix Nobel de la paix, il s'est instantanément transformé en célébrité internationale. Quand il a reçu ce prix, ça a facilité les choses. Les gouvernements étrangers pouvaient enfin inviter le Dalai Lama en tant que prix Nobel. Chez les bouddhistes, la branche tibétaine est minoritaire. Et pourtant, c'est de loin celle qui s'est le mieux exportée chez nous. Ce succès est surtout dû au Dalai Lama, qui en quelques années a réussi à se hisser au rang d'icône. Tout le monde veut sa photo avec le chef tibétain. Bill Clinton, Jacques Chirac, le prince Charles et des stars comme l'acteur Richard Gere. Et pendant que la cause du Tibet reçoit un soutien mondial, les affaires d'abus se multiplient. En fait, partout dans le monde, les maîtres mis en cause prospèrent, sans contrôle ni sanction. Et certains montent même des empires, comme Sogyal Rinpoche, un Tibétain exilé en Europe, longtemps considéré comme l'un des maîtres les plus influents du bouddhisme tibétain.
Je suis l'un des rares journalistes spécialisés dans les abus commis par les bouddhistes depuis des années. Toutes les 2 ou 3 semaines, quelqu'un me contacte pour me faire part d'un cas quelque part dans le monde. Parfois, les gens ont été eux-mêmes victimes d'abus. Parfois, ils en ont été les simples témoins. Et ils veulent que je m'intéresse à leur cas. Je sais que beaucoup de gens ont une image très fleur bleue du bouddhisme. Ils s'attendent à ce que le bouddhisme soit dépourvu de la saleté qu'on trouve ailleurs. Alors évidemment, quand ils entendent parler de tous ces abus, ils sont stupéfaits. Et ils peuvent être déçus de découvrir que les bouddhistes sont des personnes comme les autres, qu'ils se comportent comme dans n'importe quelle religion. Ça prend du temps d'admettre qu'il y a autant de dérives, et je pense qu'on n'y est pas encore. J'ai été contacté par 2 femmes extrêmement courageuses. Elles se sont postées devant l'endroit où Sogyal Rinpoche donnait un enseignement. Elles demandaient aux adeptes de réfléchir à toutes les dérives qui avaient cours. Ces 2 femmes m'ont contacté pour que je publie leur histoire. Et c'est ce que j'ai fait. Sogyal Rinpoche est à l'origine du plus gros scandale sexuel dans le bouddhisme. Pendant des années, il a fait des centaines de victimes en les agressant sexuellement et physiquement. Et je ne parle même pas des personnes qui ont travaillé pour lui gratuitement, jusqu'à épuisement. Ça a commencé dans les années 70 et ça a duré jusqu'à la fin des années 2010. C'est long. Ces fidèles appartiennent à une école bouddhiste de tradition tibétaine. Ils sont membres d'une association internationale appelée Rigpa et fondée par le lama Sogyal Rinpoche, né et formé au Tibet, mais aussi à Cambridge. Ça fait plusieurs années que je suis en Occident et donc je commence à connaître un peu les conditions de vie ici. Et ce que j'enseigne, ce n'est pas le bouddhisme tibétain, mais j'essaye plutôt d'enseigner la sagesse de l'enseignement du Bouddha. Et j'essaye d'aider les gens. Je ne dis pas que j'ai réussi, mais au moins j'essaye. Moi, j'ai rencontré à Paris. J'étais à une grande conférence où on était à peu près 60-80 et il y avait ce jeune lama là, qui s'appelait Sogyal Rinpoche et qui parlait anglais très très bien et qui était très dynamique et très très percutant sur finalement aussi les excès du matérialisme, voilà, tout, un petit peu l'échec de la société occidentale dans sa recherche du bonheur. Et puis voilà, une vision spirituelle de l'existence surtout, mais très appliquée, très concrète, très branchée sur le monde moderne. Et c'est ça c'était vraiment assez extraordinaire à l'époque. Hein. Il se trouvait que je parlais anglais. On m'a proposé de devenir traducteur, interprète, donc je me suis mis à être interprète de Sogyal Rinpoche et d'autres, d'ailleurs d'autres lamas aussi. Et puis voilà, de fil en aiguille, je suis devenu président de Rigpa France, une association créée par Sogyal.
Je suis arrivé en 85, il y avait déjà un bon groupe, il y avait déjà peut-être une centaine de personnes qui étaient autour, donc déjà il y avait un embryon de structure. Néanmoins, c'était quand même très direct, c'est-à-dire que c'était pas du tout ce cérémonial, disons que petit à petit, il s'est mis à acquérir par la suite. Ouais. À un moment, Sogyal a écrit un livre, ou plutôt, quelqu'un l'a écrit pour lui. Et le Dalai Lama en a écrit la préface. C'est devenu un best-seller et son organisation a pris de l'ampleur. C'est comme ça qu'un Tibétain inconnu s'est retrouvé à la tête d'un empire mondial. Tous ceux qui s'intéressent à la spiritualité connaissent le livre tibétain de la vie et de la mort. Comme beaucoup de gens, j'ai moi aussi été fasciné par le texte et intrigué par son auteur. Au moment du livre tibétain de la vie et de la mort, il a eu un très très grand succès dans le monde anglo-saxon, donc en 92 et un an après en langue française et allemande et d'autres langues. Et là, il a commencé à y avoir des centaines de gens qui arrivaient dans les centres. Il y avait, disons, une dizaine de pays où il y avait vraiment des centres importants, dont les États-Unis, beaucoup de pays d'Europe occidentale, l'Australie, l'Inde. Et puis après, il y avait des antennes aussi dans quelques autres pays. Sogyal Rinpoché était un excellent entrepreneur. Vraiment excellent. C'est un peu le start-upper du bouddhisme tibétain, si vous voulez. L'Erabling est l'un des principaux centres européens à transmettre le bouddhisme tibétain. Ce centre de retraite a été fondé en 1992 par Sogyal Rinpoché, auteur du livre tibétain de la vie et de la mort. D'accord. Cette personne vous a fait du mal. Ça s'est passé en un moment. Mais ce que vous faites, vous gardez cela pendant des années. Alors pourquoi ne pas seulement pardonner? Simplement. Même si ça a l'air d'être une chose idiote, on pourrait se dire, comment pourrais-je pardonner? Mais si on pardonne vraiment, vraiment si on pardonne, en fait on est vainqueur. L'Erabling est situé dans un endroit magnifique. C'est très impressionnant. Le temple, le paysage, la nature tout autour, les collines. L'ambiance générale, c'était « bienvenue dans la famille ». Pendant les retraites, les gens n'étaient pas tous logés à la même enseigne. Les retraitants normaux étaient encouragés à renoncer aux biens matériels. Et puis il y avait le cercle intime du maître, les lamas et les personnalités importantes. Eux, ils vivaient dans le luxe, la gastronomie. Donc il y avait toujours une grande différence entre les étudiants, à qui l'on disait de vivre d'une certaine manière, et le luxe dont j'étais témoin de l'autre côté.
Dans le cercle intime, des hommes et des femmes avaient pour mission de s'occuper de Sogyal. Il était clair que les filles les plus jolies étaient avec lui presque jour et nuit. Au départ, je ne me demandais pas si elles avaient un autre type de relation avec lui. Dans le bouddhisme tibétain, on appelle ces filles les dakini. Les dakini n'ont pas le droit de rater un mouvement, un besoin. C'est 24 heures sur 24 sur absolument chacun des gestes qu'il fait dans la journée, il doit être accompagné. On dort au pied de son lit quelques heures. Moi, les premiers mois, j'ai dû dormir 2 heures par nuit. Et il avait soit besoin d'aller aux toilettes, soit besoin de manger, soit besoin qu'on lui gratte le dos. Et il fallait le laver, il ne se lavait pas seul. Il était assisté dans toutes ces tâches. Je pense qu'il n'y en avait aucune qui faisait de manière indépendante. Enfin, une promenade, c'était une organisation comme monter l'Everest. Il fallait plier un certain nombre de mouchoirs de manière très exacte et les avoir sur soi. Et avoir sur soi un sac avec un gratte d'eau, des prières, des biscuits, une bouteille d'eau, un t-shirt de rechange, un slip de rechange, et marcher très lentement avec lui jusqu'au lieu de destination où, une fois arrivé, il était dans un état d'exaspération totale parce que tout ce qui demande de l'effort pour lui était quand même très enrageant, il était très impatient. L'ambiance autour de Sogyal était extrêmement sexualisée. Il plaisantait beaucoup sur les jolies filles. Il faisait des blagues sexistes quand il était sur scène, sur le fait que les filles traînaient autour de lui. Les plus jolies filles étaient sélectionnées pour lui, dans la foule. Je l'ai vu de mes propres yeux. Et peu à peu, j'ai compris que les plus belles filles qui étaient autour de Sogyal avaient des relations sexuelles avec lui. C'est difficile d'utiliser le terme de viol parce que ça me met automatiquement dans une posture de victime qui est lourd à porter, simplement. Mais oui, c'est un viol, c'est un gros vieux avec l'autorité qui ferme les portes à clé et qui s'impose et qui menace. Sogyal a très clairement dit sur le bord de son lit, m'a très clairement exprimé que si j'en parlais à qui que ce soit, même à une autre des filles, je briserais le samaya qui nous lie, donc le lien sacré qui nous lie, le lien le devoir de fidélité et de loyauté à son maître, et qu'en résulteraient les pires conséquences karmiques sur moi et mes proches. Quand Sogyal demande à ses disciples, et notamment ses disciples femmes, de devenir ses concubines, donc d'avoir des relations sexuelles avec lui, il ne faut pas s'imaginer que c'est une dérive par rapport à la norme du bouddhisme. Ces choses-là existent dans le bouddhisme tibétain tantrique, donc d'origine hindoue,
elles existent et il y a des textes qui parlent de ces rituels sexuels. Il y a aussi la notion de moyens habiles, les upayas, selon lequel un maître, pour convertir au bouddhisme quelqu'un, peut employer tous les moyens possibles, y compris la violence, y compris le mensonge. Ce que je savais, c'est qu'il y avait des rumeurs avant chez Chogyam Trungpa, qui est le modèle de Sogyal, que ces lamas avaient des espèces de femmes avec qui ils sont tout le temps, et j'avais lu des choses un petit peu sur ce qui se passait. Mais après, j'avais aucune idée de toi, ton expérience, ton vécu. Donc, Après le premier incident avec Sogyal, j'étais extrêmement choquée. Et j'étais très mal, je ne savais pas ce qui m'était arrivé et comment je devais le prendre. Et bien sûr, j'avais retenu que j'avais une interdiction absolue d'en discuter avec qui que ce soit. Et pendant un enseignement de Sogyal, je croise Dzigar Control dans la cour à l'Erabling, qui est un maître tibétain aussi dans cette tendance un peu comme Sogyal, qui veut être très ouvert vers l'Occident, qui maîtrise l'anglais, qui est un peu le gourou, le lama moderne occidentalisé. Je lui demande si je peux lui poser une question et en pleurant, je lui demande ce que ça veut dire que d'être consort, concubine. Concubine. Et là, il y a un moment de silence. Je pense qu'il a très bien compris pourquoi je pleurais. Et il m'a simplement répondu, c'est une très très grande chance quand on peut avoir cette relation avec un maître. Donc encore une fois, c'était un maître qui a vu, qui était témoin d'une souffrance et qui s'est complètement défaussé. Ça correspond beaucoup à ce que j'avais lu par ailleurs sur ce qui se passait dans l'entourage de Trungpa et dans l'entourage de Sogyal. J'ai toujours voulu être nonne, depuis l'enfance. Je n'avais pas vraiment d'intérêt pour la chrétienté, donc je ne savais pas comment j'allais m'y prendre, mais je savais que je serais nonne. Ensuite, j'ai compris que la sagesse bouddhiste était, pour moi, la chose la plus importante au monde. Dans le bouddhisme, vous devez voir l'objet de votre dévotion comme parfaitement pur. Le problème, c'est que ça place tous les pouvoirs entre les mains du gourou. Et le disciple se retrouve sans aucun pouvoir. Ça ouvre la porte à la perversion. Si le gourou n'est pas parfait, alors il est très dangereux de s'en remettre entièrement à lui. Et malheureusement, c'est à cela qu'on assiste. Certains abusent de cette dévotion et de leur pouvoir. Which is blessed by His Holiness the Dalai Lama, consecrated. Le lama peut tout à fait être charismatique. Le problème, c'est que les gens prennent le charisme pour une qualité spirituelle.
announcement. Il faut comprendre que Sogyal était extrêmement puissant dans ce réseau international de centres bouddhistes en Occident. Et quand des conférences étaient organisées autour du Dalai Lama, où tous les maîtres tibétains étaient conviés, Sogyal avait toujours une place d'honneur. Et en backstage, ils étaient tous témoins du comportement de Sogyal, le fait qu'il soit accompagné par un certain nombre de jeunes filles. Il y avait des gens haut placés qui savaient parfaitement ce qui se passait. Et ils ne faisaient pas que fermer les yeux. Ils justifiaient même ces comportements par ce qu'on leur avait enseigné comme étant du bouddhisme. Sogyal Rinpoche est un problème pour toute la communauté bouddhiste dès la réunion des maîtres avec le Dalai Lama en 1993. Many letters from women, many women, saying, please, what can be done? Do something. D'ailleurs, ce sont les accusations contre Sogyal qui étaient à l'origine de la réunion. Le Dalai Lama, pourtant, n'a jamais cessé de s'afficher avec lui. Ce qui m'a posé problème, c'est que dans les années qui ont suivi, il est apparu en public avec certains des lamas qu'il avait lui-même critiqués. En faisant cela, il leur a donné une légitimité. Pour beaucoup d'entre nous, c'était une trahison. Qu'ils se rendent à l'ouverture du centre de Sogyal Rinpoche en France, alors qu'ils savaient parfaitement ce qui se passait en coulisses entre Sogyal et certaines de ses étudiantes. If I say in English, they're all political leaders, artists, great actresses, and many, also a friend of yours. No, he's there. Many of them. Right. No. À l'époque de la réunion, Sa Sainteté avait dit que si on lui indiquait qui étaient les lamas qui posaient problème, il s'assurerait de ne pas leur rendre visite. Et il y est quand même allé. Il y a eu vraiment des gros scandales. Et il n'y a pas eu qu'un. Ça n'arrêtait pas d'arriver, quoi. Et donc, RICPA a embauché une agence de communication en temps de crise qui a pour but de former en urgence, de créer une stratégie de communication pour les personnalités importantes qui ont un gros problème judiciaire ou autre. Et on était très peu nombreux, on était 4 ou 5 triés sur le volet, les principaux porte-parole de RICPA. Et donc on avait des anciens journalistes ou anciens journalistes qui faisaient l'avocat du diable, qui nous interviewaient d'une façon un peu agressive. Et nous, on était censés donc trouver un moyen de répondre, quoi. Voilà. La stratégie, elle était très simple, c'était Sogyal Rinpoche et les autres lamas sont reconnus par le Dalai Lama. Et surtout, c'était de ne pas répondre à la question, ne pas rentrer dans le fait de savoir comment ça s'est passé, où, comment, qui a tort, qui a raison, mais répéter, disons, un message tendant à prouver que l'Église tibétaine est irréprochable et qu'elle est, voilà, elle est millénaire, elle est digne de confiance. Et donc voilà, c'était ça la stratégie.
il n'y a pas que le Dalai Lama qui est invoqué comme caution. Dans notre procès contre le gourou Robert Spatz, j'ai découvert que tous les représentants du bouddhisme tibétain étaient utilisés comme des gages d'authenticité. Monsieur le Président, j'ai un certain nombre de photos à présenter aux témoins. La première photo, est-ce que vous pouvez commenter ces photos et éventuellement les situer dans le temps? C'est le Dalai Lama a visité Bruxelles à ce moment-là. Et là, madame, il s'exprime en quelle langue? En anglais, je pense. En anglais, oui. En anglais. Qui traduit les propos du Dalai Lama? C'est Monsieur Spatz qui est juste là à côté. Assis là. Ouais, d'accord, effectivement. Il a traduit tous les propos? Oui. D'accord. Oui, j'étais assis en face, en fait. Nous sommes où là, selon vous? C'est à la Tsimpa. À la Tsimpa à Bruxelles. Donc simplement, voilà, ça c'est Mathieu Ricard. Ça. Monsieur Spatz, Rabjan Rinpoché. Et je ne sais pas si c'est... Et là, je ne le connais pas. C'est un moine qui accompagnait Rabjan Rinpoché, mais je ne sais pas son nom. Provenant donc du monastère de Seychelles? Oui, un moine du monastère de Seychelles. D'accord, oui. Chaque fois, manifestement, M. Spatz est entouré de personnes qui sont reconnues dans la religion bouddhiste. C'est des maîtres qui sont reconnus généralement. Oh oui, on ne remet pas en cause leur autorité, ce sont des gens... Non, absolument pas. D'accord. Et là, vous avez effectivement la démonstration simplement de ce que nous affirmons, c'est que l'OKC voit défiler des maîtres tibétains et pas n'importe lesquels. Monsieur Ricard est en 1990 à Bruxelles dans les locaux d'OKC avec la visite du Dalai Lama. Monsieur Ricard est à Nimadzong à diverses reprises, assiste à des enseignements de maîtres tibétains, éventuellement à des enseignements de Monsieur Spatz. Je n'ai pas, même si je connais bien le dossier, tout le monde peut se tromper, je ne pense pas avoir vu dans le dossier, à un quelconque moment, une remise en question par des officiels ou par des maîtres de la qualité de l'enseignement de M. Spatz. En tout cas, pas de la part de Mathieu Ricard. Mathieu Ricard, c'est l'interprète français du Dalai Lama, l'une des voix bouddhistes les plus écoutées au monde. Nous lui avons écrit plusieurs fois. Ça fait des années que nous cherchons des soutiens dans l'affaire qui nous oppose à Robert Spatz. Sans succès. Pourtant, personne dans le monde bouddhiste ne pouvait ignorer la gravité des accusations. Elles ont même été rendues publiques à la télévision française et belge. Accompagnés de 130 gendarmes. Les forces de l'ordre ont ratissé le domaine de 180 hectares. Ils ont entendu 50 personnes, dont 30 enfants, âgés de 2 à 14 ans. Plusieurs documents ont été saisis, mais c'est surtout le sort des enfants élevés sur place qui préoccupe la justice. En 1997, le monastère de Château de Soleil, où j'ai grandi, est perquisitionné par les gendarmes, ainsi que les autres centres de la OKC. Après plusieurs plaintes en justice, Robert Spatz fait de la prison préventive. Pendant des années, les accusations restent qualifiées de rumeurs et sont balayées d'un revers de main. On avait un document officiel avec le réquisitoire qui venait d'être remis, avec 170 chefs d'accusation contre M. Spatz tout de même, hein, allant aussi bien du volet mœurs jusqu'au volet financier. Tout y passait. Donc je leur ai remis en main propre, en 2010, une mallette avec les 42 pages, je crois, du réquisitoire du procureur du roi. Donc,
donc le lendemain, Mathieu Ricard, un peu de façon précipitée et chaotique, est venu me remettre personnellement le dossier en disant « Imagine qu'on nous retrouve avec ces documents sur nous ». Et donc Mathieu m'a remis ce dossier, mais il ne peut pas dire qu'il ne l'a pas reçu. Il l'a remis le lendemain, après l'avoir lu toute la nuit. Donc, il connaissait la situation des enfants. Il savait qu'il y avait des choses pas claires. Il le savait. J'ai trouvé autre chose qui explique le refus des autorités tibétaines de nous venir en aide. Des intérêts financiers. Robert Spatz, notre ancien gourou, a versé au moins 100 000 $ à l'un des plus importants monastères du monde bouddhiste. Et pas n'importe lequel. Le monastère de Setchen, à Katmandou. C'est ici que vivent Mathieu Ricard et les héritiers des maîtres de Robert Spatz. À l'attention de Haut Cassé. Messieurs, nous vous remercions beaucoup de l'aide que vous nous avez apportée jusqu'à ce jour pour la construction du collège d'études philosophiques attenant au monastère de Setchen à Katmandou. Afin que les travaux puissent se poursuivre, nous vous serions très reconnaissants de bien vouloir nous faire parvenir la tranche suivante de votre donation au compte suivant. Sa qualité de généreux bienfaiteur a-t-elle protégé Robert Spatz pendant toutes ces années ? Les Tibétains cherchent des sponsors sans arrêt. Leur économie repose sur la charité. Ils sont réfugiés. Ils n'ont pas de véritable source de revenus en dehors de leur religion. Il y a donc une codépendance financière entre la communauté exilée en Inde et les riches lamas tibétains installés en Occident. Tout ce qu'on pouvait gagner, il fallait l'offrir. Pas juste à Rigpa, mais en offrande au maître qui vaut plus que tout, et il n'y a rien de plus précieux dans notre vie que lui. Les gens payaient pour aller aux conférences, aux retraites. Après, on avait le droit à une bonne heure de pourquoi c'était le moment le plus précieux et qu'il fallait le valoriser et qu'il fallait mettre de l'argent dans la boîte autant qu'on pouvait en espèces. Et on nous ressassait ça tout le temps. Et puis en plus, il y avait des cérémonies où on faisait des cadeaux, en particulier à Sogyal, on pouvait offrir des bijoux, ce qu'on voulait. En 2014, lors de la grande retraite des anciens étudiants, donc en mois d'août, on était 600 de tous les pays pour un mois. Et il nous a dit, je vais vous donner des enseignements très secrets, mais il faut faire de très grandes offrandes. Pour cela, c'est la tradition. Donc chacun vraiment sort son portefeuille et s'apprête à faire une offrande substantielle. Et il dit, je la veux en cash. So accordingly, Guru Rinpoche was born. J'organisais aussi des levées de fonds et
À la vente aux enchères à Londres, où un morceau de toast récupéré dans la poubelle de Lady Di avait été vendu aux enchères avec succès, m'avait beaucoup amusée. Et je me suis dit, on va faire la même chose avec Sogyal. Il a un tas de cochonneries dont il pourrait vraiment se débarrasser. Comme j'avais un peu la responsabilité du ménage aussi. Et ça a eu un peu de succès parce que tout le monde avait envie d'avoir un morceau de Sogyal. Donc on a vendu des slips troués, je sais plus, il y avait des lunettes, des chaussettes, vraiment tout et n'importe quoi, vraiment de la déchetterie de la poubelle de Sogyal. J'ai passé beaucoup de temps à étudier les finances de RICPA. J'ai compilé les documents financiers sur lesquels j'ai pu mettre la main. Ils concernent 14 de leurs organisations dans le monde, sur une période qui va de 2012 à 2019. Alors j'ai additionné les chiffres et ces 14 organisations ont amassé 58 millions d'euros. J'étais moine et je transportais 60 000 euros et des lingots d'or jusqu'à Delhi. C'était vraiment comme la mafia. Si vous alliez en Inde ou au Népal, ils voulaient le savoir. Ils profitaient des retraites pour vous poser la question. Ils disaient, vous pouvez aider Sogyal en transportant un bagage pour lui. Il fallait que je porte une grosse veste, très chaude, en cuir, ou plutôt en daim, que je n'osais jamais retirer. Sogyal m'appelait pour me dire: tu as l'argent? Ne le perds pas, ou tu vas mourir. Ou si tu le perds, ne reviens pas. Déconne pas. J'étais terrifié en passant la frontière. C'était l'argent des dons récoltés pendant une retraite pour financer des travaux dans un monastère dans la montagne himalayenne. Je m'appelle Ankaji Sherpa. J'ai travaillé pour 3 monastères. Je suis aujourd'hui membre du comité de direction d'un monastère qui a près de 100 ans. Je suis également leur trésorier et leur conseiller depuis 15 ans. Je connais très bien le fonctionnement des monastères au Népal. Avant, nos monastères étaient très petits. Ils étaient construits par la population locale, avec des matériaux d'ici, comme le bois, la pierre ou la terre. Les villageois devaient donner une partie de leur récolte, que ce soit du grain ou tout ce qui poussait dans leurs champs. Et c'est comme ça que les monastères survivaient. Sans l'argent des Occidentaux, les monastères ne se seraient pas autant développés.
Et plus les bâtiments sont grands et attrayants, plus il y a de jeunes motivés par l'éducation monastique. Et quand les jeunes générations viennent, cela contribue à diffuser les enseignements bouddhistes. Pour nous, l'aide des Occidentaux a été cruciale. Ça a été quand même assez difficile pour moi d'accepter l'idée qu'un grand maître, qui a une très grande capacité d'enseignement, en même temps puisse être un peu déviant, quoi. Voilà. Ces choses-là, quand même, mettent un petit peu de temps avant de... Quelque part, c'est triste à dire, hein, parce que ça ne devrait pas être comme ça, mais mettre un peu de temps avant vraiment d'infuser et donc on se rende compte que c'est très grave. Et là, bon, j'ai commencé quelque part à me dire que, voilà, que j'allais partir. Ce que j'ai fait dans le courant 2014. Et beaucoup, d'ailleurs, ont attendu 2017 pour vraiment se rendre compte de l'énormité de la situation. Parce que c'est en 2017 que le Dalai Lama, sous la pression, a reconnu les faits publiquement. Now recently, Sogyal Rinpoche, my very good friend, but he disgraced. So some of his own sort of student now publicly sort of made public using their criticism. En septembre 2018, le Dalai Lama est en visite en Europe. Avec d'autres victimes, nous saisissons l'occasion. Nous obtenons un entretien avec lui dans la suite qu'il occupe au dernier étage de cet hôtel. J'ai enregistré la conversation. I was a kid. I was born inside the Buddhist community. Where? In Belgium, and then I lived in France. Nimadzong. Do you know Nimadzong? Nimadzong. Huh? Okase, Ogyen Kunjang Choling, is using your image. Yes. And they are using this in court, in a judicial trial, as a way to legitimate a Buddhist center. This has to stop. We have to do something. 11 children abused sexually. 11 girls. What I think is a real problem is that in the West there is the idea this is not happening in Buddhism. Yeah. They are very naive. They know it's in the Catholic Church. They know it is in other places, but not in Buddhism. And I think it is good that also Western people know that Buddhism also has this problem. Because yes, it's human. It's human. It's a human problem. I think at least 15, 20 years ago, at Dharamsala, one Western Buddhist teachers conference. There is someone, you see, mentioned. I think most probably Sogyal Rinpoche. Buddha made very clear
sort of rule, including sexual misconduct. Now, only thing is, must make public. Yes. Already. We made so much public. Already public. Yes. And even though such people may not serious concern about Buddha's rule, but they may feel shame. Yeah. Yeah, but shame not enough. Can you speak about the problem of sexual abuse in the communities? Can you do that? Yes, certainly. Wonderful. Now I got some material to criticize. Yeah, we Yes. use it. So that in the You future should we can... not put whole responsibility on my shoulder. No, no, Yeah. no, 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 no. Dalai Lama. Au cours de cet entretien, une victime raconte au Dalai Lama son expérience avec un gourou encore en activité. If you're serious, then self-discipline comes. Yeah, but Namka was not like that. Namka did a lot to women and girls. Namka est un lama tibétain de 54 ans, réfugié en Europe depuis une vingtaine d'années. Il possède plusieurs centres à travers le monde, dont l'un au sud de l'Espagne. Namka, there's a lawsuit against him. The woman is filing a complaint, but I'm the first who puts it in the news. Otherwise, nobody does about Namka. I have been Namka and then later I got some sort of information. He was a Truma, not a genuine Buddhist practitioner. Yeah. So now this material we need. Yeah. So that found out. Exactly. Evidence. Evidence. So very good. Very good. Cela n'est pas arrivé qu'à moi. Il y a beaucoup de lamas en Occident qui se sont retrouvés dans cette situation. Je n'en veux pas à sa sainteté pour ce qu'il a dit. Nous avons de très bonnes relations et je comprends parfaitement sa réponse. Concernant la femme hollandaise qui a parlé à sa sainteté, je la connais. C'était une de mes élèves. Elle m'a suivi de nombreuses années. Je pensais qu'elle avait de la dévotion à mon égard. En y repensant, je crois qu'elle était amoureuse de moi. Chez nous, au Tibet, si une femme aime un lama, elle lui dira « Je vous aime. Demandez-moi ce que vous voudrez. » Et le lama lui dit « C'est oui » ou « C'est non ». En Occident, ce n'est pas comme ça. Par derrière, elle essaiera de trouver un moyen détourné. Et si ça ne marche pas, elle sera en colère et ça finira en procès. Il est certain qu'auparavant, j'ai commis beaucoup d'erreurs dans la manière dont j'ai interagi avec mes élèves. Parce que je ne connaissais pas bien l'état d'esprit de la société occidentale. Il y a beaucoup de pratiques différentes dans le bouddhisme tibétain. Parmi elles, il y en a qui ne contredisent pas la loi et qui apportent beaucoup de bienfaits. Celles-ci, il faut absolument les enseigner. En revanche, certaines sont incompatibles avec le lieu et l'époque dans lesquelles nous vivons. Ils ne s'accordent pas avec la mentalité des Occidentaux. Après une plainte en justice en Suisse, plusieurs signalements auprès de son administration
le Dalai Lama n'a pas réagi. Namkha enseigne toujours le bouddhisme tibétain. En 2020, la Cour d'appel de Liège a condamné Robert Spatz à 5 ans de prison avec sursis et des réparations financières pour ses victimes. Il s'est pourvu en cassation. Château de Soleil continue de recevoir du public et l'organisation Okase n'a jamais rejeté l'héritage de Robert Spatz.